Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, une minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Bienvenue à tous. C'est le moment d'une dose d'horreur. C'est le moment de la pause frayeur. Merci de venir passer votre pause en ma compagnie. Derrière le micro, c'est moi, Sylvain, qui vous guidera pour ce 18e épisode. Soyez sans crainte, le voyage sera sans risque. Sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi. On sort le film et on regarde Derrière la pochette. Thrash 2026. Coproduction de l'Australie et des États-Unis, tournée en anglais et d'une longueur d'1h26. Réalisé et écrit par Tommy Wirkola, la photographie fut effectuée par Matthew Watson et le montage par Martin Saul. Le film met en vedette Phoebe Davenport dans le rôle de Lisa, Whitney Park dans celui de Dakota, Djimon Hounsou joue le docteur Dale Edwards, alors que Alaya Brose, Stacy Clouson et Dante Ubaldi jouent respectivement Dee, Ron et Will. Pour leur part, Matt Nable et Amy Matthews jouent Billy et Rachel, les parents adoptifs de Dee, Ron et Will. Un film, un fan, un scalpel. Ah, les films d'horreur. Soit on aime, soit on déteste. Dans mon cas, puisque c'est déjà le deuxième que je couvre après 47 Meters Down, l'épisode de la pause, numéro 14, juste comme ça. Vous avez sûrement deviné que je les aime bien. Comme j'ai dit précédemment, chaque film de requin a l'odieux d'être comparé à Jaws. Même si peu de films peuvent se vanter de jouer dans les mêmes sphères que le chef-d'œuvre de Spielberg, une certaine analogie est inévitable. Le choix du requin bulldog, ou bull shark en anglais, distingue un peu le film de la majorité de ses semblables, exploitant majoritairement le mythique grand requin blanc. Quoiqu'ici, Nelly a son moment de gloire, mais ça j'en reparle tantôt. Les caractéristiques principales du bull shark, qui sont son agressivité excessive et sa capacité à naviguer autant en eau douce qu'en eau salée, sont merveilleusement exploitées dans le film, rendant une situation qui, à la base, semble totalement improbable, somme quoi réaliste. On a malheureusement vu avec l'ouragan Katrina ce qui arrive aux villes côtières lorsque les digues brisent et que la mer reprend son emplacement. Donc, d'avoir une ville submergée par la mer après le passage d'un ouragan de force 5 et d'y faire s'y promener des requins aimant les niveaux d'eau peu profonds devient, malheureusement pour les habitants d'Amityville, très réaliste et dangereux. Tommy Wirkola, qui fut découvert grâce à ses deux Dead Snow, pause frayeur numéro 9, puisque tout est dans tout, n'est-ce pas, n'a jamais eu peur de la jouer sanglante. Encore une fois ici, c'est pas long que multiples habitants de la petite ville y passent. Il veut nous installer rapidement dans un climat de crainte ou de danger qui peut arriver n'importe quand. De ce côté-là du film, pour moi, ça marche plus ou moins. Même si le film maintient une bonne tension jusqu'à la fin, j'ai jamais senti que les personnages principaux étaient réellement en danger. Si t'étais un personnage secondaire ou un simple figurant, oups, chair à canon, ou plutôt à requin ici. Par contre, jamais la vie des autres m'a semblé vraiment en danger. D'ailleurs, parlant des personnages principaux, il y en a trop à mon humble avis. L'histoire des trois jeunes en famille d'accueil, même si ça nous donne certains moments drôles, peut-être même certaines des meilleures répliques, auraient pu être totalement supprimées du film, ça aurait rien changé. Cette partie du film semble être là que pour ajouter du temps à un film déjà court. Comme si Wirkola avait un très bon moyen-métrage et qu'il cherchait à pousser celui-ci au standard de 90 minutes. Ici, c'est même 86. Puisqu'aucune interaction arrive entre les deux groupes, ce n'est plus qu'une seule histoire, mais deux, sans aucun autre lien que les requins qui ont inondé la ville. Ajouter plus de détails sur le passé de Dakota ou de Lisa, ou plus de mésaventures avant le climax final,
aurait pu combler le temps sans ajouter 5 personnages qui n'ont rien à voir avec l'histoire principale. Malgré ce détail, le film est très plaisant à regarder. La photographie est superbe et on joue régulièrement avec l'opacité de l'eau pour créer des effets de tension. Parfois, celle-ci est noire et opaque, cachant les prédateurs jusqu'au moment critique, alors que dans d'autres moments, elle est translucide et nous permet de voir clairement les requins nageant lentement, aux aguets, prêts à sauter sur sa prochaine proie. Le choc mental de voir des requins nager à travers sa maison est réussi, car habituellement, l'intérieur des bâtiments est l'endroit où on se réfugie. Ici, ça devient presque un piège, comme le sous-sol chez Billy quand Ron s'y aventure. Les acteurs dans le film sont tous crédibles et très bien castés. Phoebe Dynevor passe de victime à femme forte et protectrice. Whitney Park reste vraisemblable tout au long du film en tant que personne luttant contre ses phobies personnelles. Djimon Hounsou est le calme apaisant et on croit en lui comme l'expert dès la première apparition. Il est aussi responsable du meilleur gag du film. Just when it was about to take me, it suddenly stopped and twitched, like it was being choked or something. 2 powerful bull sharks were attacking. And in that moment, I saw something in the eyes of the hippopotamus I had never seen before. Fear. So did you run back to your hut and get a spear? No. I ran back to my apartment, called the police, and had me some pizza. We live in Mozambique, not the fucking Jungle Book. Pour leur part, Billy et Rachel, même si moins longtemps à l'écran, sont détestables du début à la fin. Bravo à Matt Nable et Amy Matthews, c'est super bien réussi de leur part. Wirkola exploite bien son concept et malgré quelques petits accros ici et là, son film de requin est vraiment appréciable. La force de son scénario est aussi dans le réalisme des dialogues. Parfois dans le film, j'ai souri. Non pas nécessairement parce que c'était drôle, mais plutôt parce que ça sonnait vrai. C'est un aspect malheureusement souvent négligé dans les films. Holy fucking shit. Joe Sprinkle, welcome to fucking primetime. I will. I bet you never saw this on Shark Week. Lorsque les dialogues sont off, même une bonne performance d'acteur en souffre. Ici, les dialogues sont bien écrits et cramponnés dans le réel. La référence à la Shark Week en est un parfait exemple. Même si le film n'a pas été présenté durant celle-ci, mais plutôt sur Netflix, sans la maintenant quasi inéluctable Shark Week, un film comme Trash n'aurait probablement pas eu la chance d'être produit. Le clip frayeur. La scène ultime de Trash est Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgâché, vous êtes avertis. L'accouchement de Lisa et sa bataille face au requin. Ok, si le reste du film est crédible dans son contexte bien précis, là, ici on tombe dans le n'importe quoi. Là. Lisa qui accouche en plein milieu de la rue, ou pleine mer rendu là. La grosse traînée de sang autour d'elle qui nous dit « Attention, attention, les requins s'en viennent ». Puis le bébé qui passe de poupon nouveau-né à un enfant de 3-4 mois en 1 seconde et revient au bébé à la prise de vue suivante. Lisa qui coupe elle-même son cordon avant de déposer le bébé fraîchement né sur un toit et en super maman ours s'attaque au requin fonçant sur elle comme si c'était qu'un petit animal sans danger qui tentait d'y gosser sa jambe. Ça fait aucun sens. C'est drôle pis c'est imbécile en même temps. Mommy's here. Mommy's just gotta fight some fucking sharks. Wirkola avait fait la même chose dans le climax de son film Dead Snow. Comme ce fut le cas dans ce film-là, ça marche. Je peux pas t'expliquer exactement pourquoi, puisque rien dans cette scène ne devrait fonctionner. Avec le ton du film jusque-là, ça marche pas. Mais, pour une raison quelconque, ça fonctionne. En plus, quelques secondes plus tard, on finit la scène avec Nelly gobant un bull shark. Cette séquence est cheesy au max et rappelle une scène de Star Wars épisode 1 avec les monstres marins toujours de plus en plus gros qui bouffent un autre sans crier garde. Des moments comme ça, c'est le génie du réalisateur qui fait que ça clique alors que ça devrait totalement décrocher. Au lieu de ça, on sourit, on comprend que c'est une blague entre le réalisateur et le public et on en profite complètement. Jusque dans les tripes.
Avant de continuer, laissez-moi vous donner quelques faits divers sur le film Trash. Bien que le film se passe en Caroline du Sud, celui-ci fut entièrement filmé à Melbourne, en Australie. D'ailleurs, les véhicules n'ont pas besoin de plaques d'immatriculation à l'avant des véhicules en Caroline du Sud, mais c'est obligatoire à Melbourne. Une petite gaffe ici. Oups. Le centre-ville d'Annyville fut complètement construit dans un immense bassin d'eau contenant 2 millions de litres d'eau. Le film devait sortir en salle, mais Sony l'a vendu à Netflix une fois terminé. Avant Trash, le film a eu plusieurs titres dont The Rising, Beneath the Storm et Shiver. On utilise un mix d'effets pratiques et d'effets en CGI pour les requins. Tout ce que Wirkola pouvait faire en effets pratiques fut fait. Par la suite, c'est amélioré grâce au CGI. Malheureusement pour les comédiens, l'eau du bassin devait être tenue froide. L'eau chaude donne un mauvais résultat à la caméra avec les lumières de tournage. Phoebe Dynevor, Lisa, portait 3 wetsuits et une veste prosthétique pour simuler la grossesse en fin de cycle. Le département artistique a conçu le décor pour que celui-ci puisse être coulé tranquillement. C'était le moyen le plus simple et stable de faire monter la crue des eaux. Dans mon carnet noir. Sur le chocomètre, Trash fait monter la pression à 0 sur 5 pour sexe et nudité, 2.5 sur 5 pour la violence, 2 sur 5 pour le gore et le sang, 1 sur 5 pour présence de drogue, alcool ou langage ordurier. Merci Billy. Fuck Mr. Rose. Yeah, fuck Mr. Rose. Fuck Mr. Rose. Mr. Rose. Fuck that motherfucker. Fuck that fucking. Fuck Mr. Rose. 1.5 sur 5 pour la peur, les traumas ou la terreur. Pour son concept original et vraisemblable. Pour le calme et l'humour de Djimon Hounsou. Pour le bull shark bien agressif et gory. Pour le réel manque de danger au final. Pour Nelly et sa pose photo instagrammable. Trash se mérite 3.6 sur 5. De l'autre côté du miroir. Avant d'aller se mettre à l'abri, loin du vent et de l'eau, je vais vous parler des Assemble Cast. Par Assemble Cast, on parle d'un film où il y a un groupe de personnages qui, tous ensemble, sont les vedettes du film au lieu d'avoir un seul personnage ayant ce rôle. Souvent une Final Girl en horreur. Certains films rendent le concept moins clair, ayant des personnages secondaires vraiment forts et omniprésents. Par exemple, où est-ce que Sidney Prescott est le personnage principal dans Scream? Dans les suites, Gail et Dewey, entre autres, prennent tellement de place qu'on peut parler d'Assemble Cast. Le plus frappant Ensemble Cast des dernières années est bien sûr Avengers Endgame, où tous les héros de Marvel ont eu leur moment fort. Même si Tony est le focus de la fin du film, c'est tout le groupe qui est au centre de l'action du début à la fin. Cependant, tous les réalisateurs n'ont pas le flair des frères Rousseau et faire un bon Assemble Cast, c'est pas si simple. Wirkola l'a quand même bien réussi dans son premier Dead Snow. Le groupe se tient jusqu'à la toute fin. Même si Martin finit par être le personnage prédominant, l'effet de groupe est bon. On passe d'un sous-groupe à l'autre et tout le monde se regroupe à la fin. Chaque personnage a sa scène clé. Aucun n'est là que pour combler de l'espace. Malheureusement ici, c'est plus ou moins réussi. Les 3 jeunes en famille d'accueil ne sont pas connectés au reste de l'histoire. On se demande pourquoi on prend du temps sur eux alors qu'on ne sait pas ce qui arrive à Lisa puis à Dakota. Comme je le disais plus tôt, c'est presque 2 mini-films en un, comme un film d'anthologie, mais où les segments s'entrecoupent plutôt que de se suivre. C'est dommage parce que ça aurait pu être facile de les faire fusionner ensemble et d'avoir les 2 groupes et le Dr. Edward s'entraider à la fin. Des fois, moins de personnages rendent le delivery de l'histoire plus direct et plus simple, et donc majoritairement plus efficace. Mais bon, il y a pire. Comme voir un requin qui nage dans ton salon, je suppose. C'est ainsi que se termine cette pause frayante. Le temps passé, merci de l'avoir passé en ma compagnie. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la page Facebook de celui-ci. Encore une fois, merci, et je vous dis à la prochaine pause. Yeah.
Le projecteur s'éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Les battements de cœur ralentissent. Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.